Le Lakehouse, donc c'est un concept qui a été au début poussé par Databricks. Et au départ, Databricks avait ce premier branding un peu typé ML. Mais il y a eu un pivot à un moment donné qui s'est fait aussi vers le data engineering. J'étais curieux pour qu'on comprenne un peu mieux les différentes briques, que tu nous dessines la stack data qu'on pouvait mettre avec Databricks. Databricks, c'est toujours construit comme étant une boîte par des techos pour des techos. Quand on a des vrais enjeux sur de la perf et des coûts, Databricks, c'est notre solution clé, quoi. Aujourd'hui, je reçois Frédéric, qui est un expert sur la technologie Databricks et qui a d'ailleurs monté un cabinet de conseil spécialisé sur Databricks et Microsoft, à savoir Datatory. Hello Frédéric, ça va ? Ça va, super. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Cet épisode est rendu possible par Datatory. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu nous fasses une masterclass sur la mise en place d'une stack data avec Databricks. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé, toi, à monter un cabinet de conseil et à te spécialiser sur Databricks ? Oh, longue histoire. En plus, moi, j'ai un parcours super éclectique. J'ai commencé ma carrière en jeu vidéo, dans le game design chez Ubisoft à Montréal, et puis je suis passé par la finance. Et puis après, je suis arrivé donc en France, parce que je suis canadien à la base. Je suis arrivé en France il y a peut-être une dizaine d'années et je bossais donc dans le conseil en data dans une entreprise qui s'appelle Ulydia. Avec Ulydia, donc à un moment donné, on a voulu faire une offre vraiment dédiée à Microsoft parce que c'était une technologie qui prenait de l'ampleur. Et donc on a décidé donc de lancer Datatory avec un partenariat avec Ulydia. Donc on reste une forme de data family. Et donc pendant longtemps, on s'est spécialisé donc sur cette stack Microsoft et nous notre ADN, c'est vraiment un ADN très analytics, BI, grande entreprise, ce genre de choses. Tout le volet Microsoft marchait bien, il y avait Power BI et tout, mais côté en fait back-end, il y a plus de faiblesses et Microsoft le voyait eux-mêmes. Ils ont investi en fait dans Databricks. Grosso modo, Microsoft est devenu actionnaire en partie dans Databricks et l'ont intégré comme produit de premier plan pour tout le back-end sur la stack Azure. Et c'est à ce moment-là, en fait, que nous, on a commencé à s'intéresser à Databricks et qu'aujourd'hui, c'est une des briques les plus importantes qu'on a dans l'outil data chez Microsoft. Curieux peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet. Dans quel contexte les entreprises mettent en place Databricks ? Il y a plusieurs types de contextes. Le contexte rêvé, mais qui arrive jamais, c'est quand on part d'une feuille blanche. Ça va arriver sur des startups, mais dans les faits, c'est plus rare. Les contextes qu'on voit le plus, ça va plutôt être des contextes sur soit une migration. Une migration dans le cadre d'une modernisation, il y a un existant on-prem, ce genre de choses-là. Ou même, de plus en plus, on voit des migrations cloud à cloud, c'est-à-dire qu'il y a une autre plateforme. Donc, il y avait des choses, par exemple, sur Microsoft qui étaient un peu vieillots, donc qui ont beaucoup migré sur Databricks. Toute une guerre entre Snowflake et Databricks aussi, donc il y a eu des migrations un peu dans les deux sens et tout. Le dernier cas qui est assez classique aussi, c'est dans lequel il y a une data platform autre et on va vouloir se servir de Databricks comme une brique complémentaire pour aller chercher des use cases un peu particuliers. Et ça aussi, donc, ça va être quelque chose qu'on va voir. Ah oui, et là, dans ce cas-là, on va être sur un modèle peut-être plus hybride où on garde, par exemple, d'autres briques de Microsoft ou de Snowflake ou peu importe, et on va avoir Databricks qui va venir juste pour un use case spécifique. Est-ce que la montée de l'IA qui a été remis au devant de la scène avec les IA génératives, selon toi, vient accélérer aussi l'adoption de la technologie Databricks ? Parce que moi, j'avais l'impression que le besoin en IA pousser les entreprises à adopter de plus en plus les lakehouse qui permettent de centraliser en fait les données dont on va avoir besoin aussi bien pour des cas d'usage plutôt IA, data science avec plein de données non structurées, etc. Et qui va venir aussi centraliser les données dont on va avoir besoin pour un data warehouse. Et donc, ça commençait à être très attractif, en gros, comme technologie pour les entreprises. Le Lakehouse, donc, c'est un concept qui a été au début poussé par Databricks. Dans ses premières itérations, on regardait ça et on se disait, attends, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher ? Aujourd'hui, c'est évident que c'est un pattern qui a vraiment bien pris de l'ampleur, surtout en tout cas sur les stacks Azure. C'est le pattern de base qu'un peu tout le monde utilise et qui a été vraiment mis de l'avant par Databricks. Et au départ, Databricks avait ce premier branding un peu typé ML, effectivement. Ça vient un peu de l'historique d'où vient Databricks. Mais il y a eu un pivot à un moment donné qui s'est fait aussi vers le data engineering. Et aujourd'hui, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je suis pas mal certain que le volet data engineering est plus présent et plus fort sur Databricks que le volet ML comme tel, même si le volet ML reste quand même très présent et très historique sur la plateforme. Bon, on reviendra après sur un peu les avantages de Databricks par la suite.
Avant ça, j'étais curieux pour qu'on comprenne un peu mieux les différentes briques, que tu nous dessines, voilà, la stack data qu'on pouvait mettre avec Databricks. Donc Databricks, c'est une data platform, et donc c'est souvent le cœur d'une architecture data qu'on va avoir dans l'entreprise. Ça va être vraiment ce qu'on va appeler le back-end, là où les données reposent, et le principal moteur de compute. À cause de ça, on est capable de faire énormément de choses via cette plateforme-là en natif, mais souvent on va vouloir donc mettre des briques un peu complémentaires en fonction de nos besoins. Nous, sur Azure, et vu les use cases qu'on fait beaucoup, les deux trucs qu'on voit presque tout le temps, ça va être du Azure Data Factory, ADF, et du Power BI. Donc ADF, ça va être tout ce qui va faire l'ingestion de la donnée dans le lakehouse, et on va pouvoir faire de l'orchestration aussi avec, même si Databricks a aussi ses outils pour faire de l'orchestration. Et à côté de ça, donc, on va ensuite restituer cette donnée, donc on va pouvoir l'exposer, soit en self-service, soit via du reporting, avec du Power BI, et donc ça va être un peu les trucs un peu classiques. Après, il va y avoir plein d'autres choses en fonction de nos besoins qu'on va pouvoir voir. Si je t'arrête du coup une seconde sur cette première peut-être version de stack assez basique, finalement avec 3 composants, si je schématise, tu peux déjà finalement commencer à faire finalement tout un tas de cas d'usage, notamment Analytics, et où tu vas avoir, donc tu le disais, en entrée, donc ADF, qui sont finalement un peu les connecteurs côté Azure, qui permettent de prendre la donnée des sources et de l'envoyer dans ton data lake ou ton lakehouse. Et ensuite, tu vas avoir Databricks, qui là est le lakehouse et permet de faire tes transformations, etc. Et après, tu vas venir les visualiser avec Power BI. Et ce que je comprends, c'est aussi que là, les briques que vous allez privilégier, ça va être Power BI et ADF, parce que ce sont finalement les technologies Microsoft et Azure, et que vous, de par aussi votre passé de Microsoft, vous êtes spécialisé sur l'usage de Databricks dans un environnement Azure, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si vous avez la même stack sur AWS, ce sera pas du tout la même chose sur Google. Et pour le coup, Databricks est disponible sur tous les clouds. Mais je pense que c'est un point important à rappeler, c'est qu'en général, Databricks, de toute façon, ne se suffit pas à lui-même. C'est toujours une technologie qui vient s'appuyer sur des clouds, enfin, en général, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. C'est-à-dire que là, il y a plein d'autres briques sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et même ADF, je veux dire, on pourrait techniquement se passer d'ADF si on a envie de tout coder soi-même. Mais dans le cas d'ADF ou dans le cas de d'autres briques pour faire des connecteurs, par exemple Faftrunk, ce genre de choses, il y a un gain de temps et donc un gain d'efficacité à passer par ce genre de partenaires-là. Et Databricks facilite la vie et il y a tout un écosystème de partenaires dans lequel les équipes peuvent aller taper. Une des briques qui va monter le plus récemment, ça va être toute la couche de transformation qui va être faite sur DBT aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler avec DBT parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites sur la standardisation du code, la modularité du code, et donc la méthode de travail DBT. Souvent, ça va être une brique qu'on va voir assez classique. Même chose, sur Azure, on va voir beaucoup d'ADF, mais on peut voir aussi du Airflow pour tout ce qui est orchestration, qui est une des briques classiques d'orchestration qu'on va voir dans les stacks data. S'il y a beaucoup de ML, là, ça va être souvent du Dataiku. En France, il y a un vrai travail qui est fait entre Databricks et Dataiku aussi. Et puis après, quand on rentre dans les grands groupes, là, on va avoir des questions de gouvernance. Donc, même si Databricks, ça fabrique Unity Catalog, qui fait le travail sur plein de use cases de gouvernance, parfois les entreprises vont vouloir aller un cran plus loin, avec du Collibra, avec du Privacera ou ce genre de choses, pour justement s'assurer que la plateforme reste saine et utilisable, même dans des très grands déploiements. Oui, donc là, l'Unity Catalog, c'est le data catalog qui va permettre notamment de référencer toutes ces données, de faire le lien entre les données, peut-être de documenter ce qu'on appelle le data lineage, donc c'est un peu quels ont été les différents stades de transformation de la donnée, le dictionnaire un peu des utilisateurs de la donnée dans l'entreprise pour s'y retrouver un petit peu dans tout ça. Ouais, et puis ce qui va se passer beaucoup, c'est que évidemment on a notre workspace dans lequel l'équipe va travailler, mais à un moment donné on va vouloir avoir différents workspaces pour les différents environnements de travail, dev, test, prod. On va avoir potentiellement plusieurs équipes, et là à un moment donné il va y avoir une multiplication de ces environnements de travail, et ça va nous prendre quelque chose pour unifier tout ça, et ça va être le travail d'Unity Catalog. Ma prochaine question, vu que finalement à la fin on a toujours un peu le même modèle de stack, voilà, pourquoi partir sur Databricks plutôt que sur Snowflake ou plutôt que sur BigQuery, etc. Donc peut-être qu'on fasse une passe sur les difficultés, slash peut-être les inconvénients, et en face, dans un second temps, les avantages de Databricks. Je pense que les deux questions se répondent un peu en même temps, et ça vient du positionnement de Databricks versus les autres data platforms. Ma perception personnelle sur la chose, c'est que Databricks c'est toujours construit comme étant une boîte par des techos pour des techos. Et il y avait cet ADN de
vous faites plus du Spark on-prems où vous gérez tout votre cluster de serveurs à la mano, donc on vous fait abstraction de tout ça. Mais quand même, il va falloir être un petit peu technique pour utiliser Databricks, comparativement par exemple à un positionnement de Snowflake, parce que là, l'UX est vraiment léché, il va avoir plein de facilités de travail et tout ça. Et parce qu'ils étaient dans ce positionnement-là, ils sont beaucoup ancrés sur on va vraiment faire le produit que les data eng ont envie d'utiliser. Nous, on a fait quelques benchmarks, entre autres, à l'époque, où est-ce qu'on regardait vraiment le cost per compute de projets réels. On a refait des projets, des queries, sur plusieurs technos, et on regardait en fait les performances et le coût par performance. Parce qu'à un moment donné, avoir de la performance, c'est facile dans le cloud, on a juste à payer plus. Mais si on a un budget X, comment est-ce que ça réagit? Et là-dessus, Databricks, c'était très très fort. Le positionnement qui s'est dégagé par la force des choses, c'est un positionnement d'industrialisation. Et c'est là aussi d'ailleurs où on va le voir en complément d'autres data platforms. Est-ce qu'il va y avoir des data platforms qui vont être très forts sur l'exploration, sur le requêtage ad hoc, sur ce genre de choses. Par contre, si vous voulez faire du FinOps bien précis et vous avez envie d'avoir un très bon rendement de performance, de coût performance et tout, Databricks reste un outil qui est super intéressant à regarder. Donc, si vous avez des jobs que vous savez qui tournent, on veut l'optimiser et tout, ça va être un très bon outil à utiliser. Et à côté de ça, l'inconvénient, c'est que La marche est un peu plus haute au départ. La marge va être un peu plus haute, et au début, même l'interface, ils se sont améliorés sur le truc. Mais j'ai un excellent pote qui est CTO dans une boîte de data aussi, qui était très typé Snowflake, qui est encore très typé Snowflake, mais pendant longtemps, sa perception de Databricks, c'est « Ah oui, c'est ton machin qui lance des notebooks ». Ah non, ça va un peu plus loin que ça quand même. Mais ça restait l'image du marché, quoi. Ça restait un truc dans lequel c'était pas si évident de voir c'était quoi exactement cette position-là que Databricks essayait d'aller chercher. Et nous, aujourd'hui, quand on a des vrais enjeux sur de la perf et des coûts, Databricks, c'est notre solution clé, quoi. C'est super intéressant parce que tu as presque l'impression que du coup, ça dépend alors peut-être de la culture à la base, mais aussi peut-être de la maturité de la boîte. Tout à fait. Toi, je dis de la culture, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu as plein de data eng et que du coup, même pour faire tes POC, ils vont être capables de dérouler rapidement sur du Databricks, tu vas pas perdre du temps, enfin, tu as un peu ce qu'on appelle parfois le time to market des cas d'usage. Ils vont pas s'allonger parce qu'en fait, tu vas être capable de dérouler et donc ça va revenir à peu près au même par rapport peut-être à un Snowflake ou un BigQuery qui sont des plateformes connues pour leur simplicité. Mais en revanche, c'est vrai que si tu es dans une boîte qui peut-être n'a pas ces équipes-là, et si tu es sur une phase où tu es encore beaucoup dans l'exploration de nouveaux cas d'usage, etc., c'est là que Databricks peut peut-être faire un petit peu peur. Puis après, dans des grandes structures, parfois, ils ont un peu tous les providers en parallèle. Donc peut-être qu'en fait, ça fait un peu partie de leur stratégie de se dire, tiens, on se garde des plateformes peut-être qui sont plus connues pour leur simplicité, pour tout ce qui va être prototypage, proof of concept, etc. Et puis sur les use cases sur lesquels on passe plutôt sur de l'industrialisation, on commence à avoir de la visibilité sur plusieurs années, parce que ça y est, ça tourne, on a fait les preuves d'impact, etc. Tac, on décale tout ça plutôt vers Databricks. Super intéressant en tout cas ce dont tu parles, et c'est vrai que là-dessus c'est marrant parce que j'en avais parlé avec Databricks à l'époque où ils étaient venus sur le podcast, et effectivement ce positionnement qui leur collait encore à la peau anciennement de plateforme complexe, mais qui est en train de changer, parce qu'on le voit notamment avec pas mal d'annonces qui sont en train de mettre en place, ils tendent vers de plus en plus de simplification. Tu vois, on en parlait d'ailleurs avec Christophe Blefari, je sais pas si tu vois, qui est le staff data engineer qui crée la newsletter Blef, qui est assez connue en France, et on a fait un épisode, l'épisode 145 qui est sorti il y a quelques temps, sur justement les grandes annonces de Databricks et Snowflake dans les derniers sommets, et on voyait qu'en fait Databricks, il y avait quelques éléments qui montraient qu'ils tendaient vers plus de simplification, notamment avec ce qu'ils ont sorti autour par exemple de Spark, du fait que voilà, ils allaient proposer des services de plus en plus managés où justement tu n'aurais plus du tout à gérer tes clusters, des choses comme ça, etc. Et c'est marrant parce que de l'autre côté, on voyait qu'en revanche, Snowflake, eux, était toujours connu comme étant une plateforme assez simple d'utilisation, était quand même aussi tenté de tendre vers un peu plus un positionnement de caisse à outils où tu pourrais faire plus de choses, lancer de plus en plus de choses dans Snowflake, et donc on le voyait aussi avec toutes les annonces qu'ils ont lancées, le fait qu'ils allaient supporter Iceberg, etc. Et que finalement ils étaient eux à l'inverse en train de faire un peu le chemin opposé, et on voyait une espèce de convergence un petit peu du marché vers ce qui allait être les plateformes de demain, donc un mix un peu de tout ça. On pourrait écrire un bouquin sur la relation entre Databricks et Snowflake, et on pourrait en écrire un autre aussi sur la relation entre Microsoft et Databricks. Je pense qu'on en reparlera, mais il y a aussi là beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. Databricks, depuis le début, a un vrai commitment sur l'open source, pour plein de raisons, mais
Ça fait partie de leur ADN. Souvent, on va avoir des boîtes qui vont lancer des choses open source et puis, graduellement, ils vont les locker derrière différents trucs. Donc, il va y avoir la version premium, il va y avoir le machin, mais ils gardent l'open source pour attirer les gens et ensuite, après, toute leur R&D, ils vont la mettre derrière un paywall. Databricks fait un peu le chemin inverse. Là, ils viennent d'annoncer, par exemple, que Unity Catalog, qui était quand même un de leurs avantages concurrentiels clés, passe en open source. Et donc, ça montre en quelque part qu'ils se disent, OK, en fait, on va mettre à disposition des outils. On a tellement confiance sur notre capacité de faire évoluer ces outils par rapport à la concurrence que c'est bon, vous pouvez utiliser nos trucs parce que ce qui nous intéresse d'abord et avant tout, c'est que les clients soient capables d'utiliser nos choses de façon facile. Et donc, si d'autres personnes ont besoin de se brancher dessus, il n'y a pas de problème, allez-y. Et ça, c'est une différence assez fondamentale, mais qui joue aussi sur la compétition, parce que ceux qui ont compris ça très très vite, ça a été Microsoft, qui ont dit ah bon, donc vous misez sur Spark, vous misez sur le Lakehouse, vous misez sur Delta, bah parfait, on va faire pareil. Et donc là, il y a eu cette coopétition qui s'est mise en place entre les deux. Et peut-être, est-ce que toi, tu as d'autres conseils du coup à partager à des entreprises pour réussir justement à mettre en place Databricks? Ça va être de grosso modo faire cohabiter adoption et gouvernance. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que il va falloir que ces deux concepts-là, à quel point c'est déployé et à quel point c'est gouverné, grandissent ensemble. Si vous commencez un truc où est-ce que vous poussez à fond la gouvernance et qu'il y a zéro adoption et que là, dès que vous voulez faire un truc, vous avez des pages et des pages à remplir de cahiers, de formulaires et tout ça, vous allez tuer votre adoption, il va y avoir une résistance au changement qui va être d'autant plus forte. À l'inverse, si on met toute notre énergie sur l'adoption, allez-y, c'est facile, ça peut vite devenir un peu chaotique. Et donc, de faire grandir ces deux concepts-là ensemble, ça reste un truc qui vaut la peine. Et le deuxième, c'est tout bête, mais se former. Mine de rien, surtout sur des plateformes là où est-ce qu'on a vraiment la main sur plein de choses, oui, ça prend du temps à rentrer dans le chose, c'est un investissement qui vaut la peine de faire, de comprendre la techno, il y a tout un parcours de certification très complet sur Databricks qui vaut la peine de faire, pour s'assurer que quand on le déploie bien et que on sert de la plateforme au maximum, quoi. Avant qu'on se dirige vers la fin de cet échange, est-ce qu'il y a une ou plusieurs tendances que tu observes sur le marché dont tu souhaiterais parler, peut-être notamment en lien avec Databricks par exemple? Alors là, je sais que c'est le moment où je suis censé dire Gen AI, mais en fait, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de vous parler de coopétition. Et en particulier, donc, ce truc entre Databricks et Microsoft. Donc, Databricks avait pris ce chemin de Spark, de Lakehouse, de Delta, donc plein de technos qui étaient open source. Et Microsoft, ensuite, a dit, bah, c'est des super idées, on va faire une plateforme un peu similaire, et ils ont appelé ça Fabric. Je caricature, je vulgarise, mais grosso modo, ils sont venus se positionner sur une place de marché qui était finalement très similaire et qui a rendu tout le monde peut-être un peu mal à l'aise en se disant OK, vous êtes partenaire, vous êtes dans le capital, mais est-ce que vous en êtes juste servi comme une boîte de R&D pour ensuite pousser votre propre produit? Parce que Microsoft, effectivement, a des parts dans Databricks. Exact. Ok, ouais, j'avais oublié ça. Et donc à un moment donné, ouais, il y avait une vraie question par rapport à ça. Et on a même eu la question de nos clients, attendez, nous on vient d'investir sur Databricks, maintenant on nous parle de Fabric, est-ce que ça vaut la peine de faire des migrations et tout? Et nous, en fait, il s'est passé un truc où est-ce que on s'est rendu compte que vu que toutes ces plateformes-là étaient relativement open source, elles jouaient relativement bien entre elles. Et malgré le fait que il y avait beaucoup de choses qui étaient similaires, elles avaient toutes un peu leurs petites différences. Par exemple, Databricks, très très fort sur tout ce qui est industrialisation, tout ce qui est traitement un peu lourd, un peu connu. Ça permet d'avoir un cost per compute qui est super intéressant. À côté de ça, Fabric, c'est globalement Power BI++. Là, encore une fois, je vulgarise de fou, mais c'est pas grave. Mais donc vraiment très orienté sur l'expérience utilisateur finale, sur l'exploration, sur la restitution. Et nous-mêmes, en fait, on a choisi des architectures qui utilisent les deux, même pour nos besoins en interne. On est encore en train de migrer des trucs qui étaient sur Fabric vers Databricks aujourd'hui, dans lequel, en fait, on va se servir de Databricks, par exemple, sur certaines couches, couche bronze, couche silver, et quand on va être plus proche de l'utilisateur, là, on va faire intervenir du Fabric et du Power BI, et on est capable d'un peu d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment notre environnement data-ing poussé sur Databricks, et ensuite avoir un truc qui est plus orienté utilisateur finaux par la suite. Et parce que tout ça travaille sur des stacks qui sont mine de rien assez similaires, ça se parle très bien et ça fonctionne très bien ensemble. Et donc,
qu'on s'attendait à être une vraie compétition frontale quand Fabric a été annoncé, aujourd'hui, on voit beaucoup plus de complémentarité et les clients qui nous disent attendez, peut-être que j'aimerais migrer tout mon Databricks vers du Fabric, on dit c'est possible, mais êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Parce que nous, typiquement, c'est pas le choix qu'on a fait, on va vous expliquer pourquoi on n'a pas fait ce choix-là. Donc ça, c'est une tendance qui n'a été que possible parce que Databricks a vraiment joué ce jeu de open source et que pour le coup, Microsoft a suivi aussi sur ce jeu de open source et que là, aujourd'hui, les deux plateformes sont capables de coexister et les clients sont capables d'aller vraiment chercher le meilleur des deux outils. Je reparle une seconde de l'épisode dont j'ai parlé un peu plus tôt, parce que tu parlais au début justement de sujets open source, de Iceberg ou de Delta, de Spark, etc. Là, on va pas le faire aujourd'hui parce que c'est pas l'objet du jour, mais justement dans l'épisode 145, Christophe Blefari, il nous fait des petites explications de ces différents concepts. Et vraiment pour moi qui suis pas data engineer à la base et qui était pas forcément au clair sur tous ces sujets, ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair. Donc pour les membres de l'audience qui auraient envie de les creuser, de mieux les comprendre, n'hésitez pas à l'écouter cet épisode. Écoute, Frédéric, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Ça fait très old school ce que je vais dire, mais il y a encore des livres clés dans notre industrie. Il y a plein de sujets sur lesquels on est capable d'avoir un petit tuto, une formation sur une plateforme de learning type Pluralsight pendant 2 heures et tout. Mais il y a des sujets aussi sur lesquels il faut vraiment plonger dedans, que ce soit en data engineering ou sur Spark ou sur de la modélisation ou sur plein de choses. Il y a vraiment des livres qui sont super intéressants. Sur les questions de Databricks, entre autres, l'équipe de Databricks a été en grande partie à l'origine du Spark de Definitive Guide, qui est un énorme bouquin qui fait vraiment comment le moteur fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à savoir, comment est-ce qu'on l'optimise, ce genre de choses. Ça, c'est un excellent bouquin. Il y a aussi sur des choses un peu basiques, mais de la modélisation. Quand on fait de la BI, ça fait une énorme différence. Et là, il y a une bible qui existe depuis les années début 2000 qui s'appelle Data Warehouse Toolkit. Donc oui, il va y avoir ce genre de livres qui sont un peu clés et ça vaut la peine de revenir dessus de temps en temps. Et même de les lire une première fois et après quelques mois, quelques années, on repasse sur le contenu et on a tout de suite une autre lecture en fait parce que là, on peut mettre ça face à des expériences qu'on a eues. Et ça, ah oui, c'est vrai que ça, j'aurais peut-être pu réfléchir d'une manière différente. Je mettrai tous les liens en description. Et donc, on passe à la suite. Et donc, pour ceux qui écoutent le podcast, les épisodes peut-être récents, vous savez que j'ai changé un petit peu le fonctionnement sur les dernières questions. Avant, il y en avait 3. C'était qu'est-ce que tu aimes dans la data? Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Quels sont les meilleurs conseils qu'on t'ait donnés? Maintenant, je demande à l'invité d'en choisir une. Et Frédéric a choisi la 3e. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Vas-y, Frédéric, je te laisse. Alors, le conseil, il va faire aussi un peu vieux roublard. Évidemment, on parle beaucoup de tech. Et la tech, c'est excitant, c'est cool, c'est shiny, c'est nouveau. Mais en fait, il y a plein de choses qui vaut la peine d'investir, entre autres sur la méthode, le data management, la modélisation, la gestion de projet, ce genre de choses-là. C'est des choses qui sont pas révolutionnées tous les 4 matins. Et donc, ça fait moins les blogs, ça fait moins glamour. Mais dans les faits, c'est vraiment ce qui va faire la différence à long terme sur des projets réussis et des carrières réussies. Et donc, si vous savez que vous avez envie de faire du data engineering pour faire votre carrière, ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à ces sujets-là, parce qu'on fait de la data quand même depuis quelques années, et que les problèmes que vous avez, je vous garantis qu'il y en a d'autres qui l'ont eu avant vous, et il y a la réponse en quelque part. Et comment tu illustrerais une manière de progresser sur des sujets, par exemple, de méthode? Ça revient à ce que je disais sur les bouquins, mais aussi sur s'intéresser aux différents frameworks qui vont exister, s'intéresser aux différents patterns qui vont exister entre autres sur le data management, faire des systèmes de login, faire des systèmes de chargement incrémental, faire des systèmes... donc tout ça, ce sont des problèmes qui font la différence entre un truc qui fonctionne et un truc qui brise pas. Ça reste de la tech, mais c'est plutôt des éléments un peu sous-jacents, un peu cachés, qui sont transverses, qu'on faisait déjà il y a 5-10 ans, qui changent pas d'une techno à l'autre, mais qui sont fondamentaux. Qui sont fondamentaux. Super. Et ces fondamentaux-là, ça fait toute une différence à la fin. Avant de conclure, comment ça se passe, Frédéric, si quelqu'un souhaite brainstormer, échanger sur la data, ou plus spécifiquement sur Databricks, avec toi? Alors, façon la plus facile, c'est sur LinkedIn, et puis sinon via... le LinkedIn de Datatory ou même notre Instagram, on est assez facilement joignable et ça nous fait toujours plaisir de partager des petits trucs aussi. Donc si vous voulez suivre les comptes, quand on voit des choses sympas passer, on n'hésite pas à les reposter. Excellent. Je vous en profiterai peut-être pour mettre aussi ton mail en description, en plus de tous les éléments que tu viens de citer.
On arrive sur la fin de cet échange. J'en profite pour demander à l'audience, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode avec Frédéric sur Databricks. Mettez-nous un petit commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Profitez-en pour vous abonner. Venez également commenter peut-être les posts LinkedIn qu'on fera avec Frédéric pour la sortie de cet épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Frédéric. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt.